député élu à Bamboué, candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Le candidat d'une Côte d'Ivoire solidaire, démocratique et unie. Quand je connais Bertin, homme à femme, homme de grande qualité, homme humble, qui a su recentrer autour de lui les valeurs de la Côte d'Ivoire, les valeurs de l'État, les valeurs de la nation, les valeurs de l'unité. Et aujourd'hui, ce jeune député fait son petit bonhomme de chemin dans la politique ivoirienne. Et pour lui, désormais, l'objectif, ce n'est pas la politique, c'est le plateau. Évidemment, on dit que c'est le victoire de la politique ivoirienne. Selon Charles Azadi, les noms plus de partout. Voilà. Quand Conan Bertin, attends, on va juste recadrer les choses. Le comité d'organisation, le monsieur, il s'appelle Kouadio ou bien Kouakou? Hein? Ok. La seule pour la vôtre, vous écrivez ça, bien. Merci beaucoup. Voilà. Le député fait son tour, il a un mot pour chacun. Voilà, monsieur le député, avec le protocole, on va demander d'aller un peu vite parce que les gens ont vraiment envie d'écouter un message fort aujourd'hui. Voilà. Joël Etienne nous amène le programme donc, de la cérémonie. Il est où, Joël Etienne? On applaudit le député Kagame. Voilà. Voilà. Candidat aux élections présidentielles, il vous le dira tout à l'heure. Pour lui, c'est pratiquement un acquis. Et il a déjà promis un poste à mon ami Jean-Paul Oro. Si vous me voyez Jean-Paul Oro, c'est 2 jours là, c'est que... moi d'abord aussi sur la liste, donc vous me voyez ensemble avec ces gens-là. Voilà. Honorable, grand homme d'État, homme politique, un mot pour chacun. C'est ça le plus important. Ce contact-là, il le tient de quelqu'un. Mais ça, il a sa touche personnelle à tout cela. Ok. Monsieur le député, voilà, merci beaucoup. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ivoiriens et africains, recevez à présent, ici et maintenant, en chair, en os et en intelligence, Kouadio Conan Bertin, député de la circonscription de Port-Boué, candidat à l'élection présidentielle de 2015. Sous vos ovations, tapez, je vous en prie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes présents dans cette salle, je voudrais vous adresser avant tout propos mes remerciements les plus sincères. Remerciements adressés à vous tous qui avez accepté de distraire de votre temps, un temps si précieux en Europe. Car j'imagine que ici, quand on dit que le temps c'est de l'argent, ça a un sens. Vous êtes obligés de vous battre de jour comme de nuit pour vous assurer à vous-même d'avoir une existence et venir à la rescousse de parents que vous avez laissés dans des conditions que vous connaissez vous-même pour leur donner espoir et entretenir leur vie par le poids des Western Union et des MoneyGram que vous effectuez à longueur de journée. Acceptez de distraire un peu de ce temps pour venir écouter un concitoyen, un frère. C'est un acte que j'apprécie.
et pour lequel je vous dis merci et je vous salue. Vous qui avez rendu cette cérémonie possible, qui avez tenu à l'organiser, je voudrais en votre nom saluer mon ami et frère Joël Etienne, qui a accepté dans les moments difficiles, aux premières heures, de m'aider à conduire cette lutte auprès de la diaspora. Et à tous ceux qui autour de lui ont cru et ont adhéré à cette espérance nouvelle pour la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons prospérer à nouveau pour l'ensemble des Ivoiriens et pour la sous-région et pourquoi pas pour l'Afrique. À mon jeune frère Batina Emmanuel, venu spécialement de New York pour être témoin de cet événement, sois salué, jeune frère. Merci. Nous ne nous connaissions pas du tout, contrairement à Dosso Moustapha Denikele, originaire de Katiola. C'est sur l'étoile que tu as épousé le combat, tu y as adhéré et payé ton billet toi-même. Après ce que tu as fait pour moi récemment, et te déplacer jusqu'ici, c'est la preuve suffisante de ton amour, pas de ton engagement, de ton amour pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que les jeunes générations ont le devoir de restituer au monde. De restituer au monde. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire telle que nous la vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je te salue. Salue la grandeur d'esprit. Je salue mon frère, venu de la Belgique. Je salue celui de venu d'Italie. Et je salue mon frère, Sikabi, venu de Londres, qui a accepté de coordonner toute l'activité du renouveau PDCI en Europe. Je voudrais vous saluer. Frère Zab Castro, tu as été témoin de l'entretien que j'ai eu avec mon ami et frère Charles Blé Baudet. Vous voyez, je suis émotif, je suis un homme, j'ai un cœur, il y a la raison. Tout à l'heure, à l'évocation de son nom, j'ai failli pleurer de larmes. Oui, Dina François. Dina François, j'espère que tu mesures la responsabilité qui est la tienne en occupant ce fauteuil. Parce que assis là où tu es, je veux que tout le monde entier, que toute la Côte d'Ivoire sache que tu occupes la place de Charles Blé Baudet. Que s'il avait été libre de ses mouvements en ce moment précis, en liberté comme je le suis, il aurait été là, exactement à cette place, à ma gauche, où se trouve mon cœur. Et ça veut tout dire. C'est pourquoi je vous salue tous et je vous remercie. Permettez-moi que je dise un mot spécialement pour deux personnes dans la salle. D'abord, Maître Abiba. Il a été salué. Je dois moi aussi confesser une chose que j'ai jamais eu le courage de te dire, Maître. Dans le brouhaha, dans la confusion qui s'était installée après le deuxième tour, je me rends à Paris et on me dit que quelqu'un est porteur d'un message de la part du président Babou pour moi. Et on m'annonce Maître Abiba Touré. Je dis, ah! C'est quelle affaire ça? Bon, c'est Abiba Touré qui va porter le message de Babou à moi. Bon, est-ce que Babou a compris? Abiba, je te l'ai dit aujourd'hui. Le premier jour, on ne s'est pas vu. Parce que je n'étais pas convaincu. Ceux qui sont venus ont insisté. La deuxième fois, je n'étais pas encore convaincu. Quand la troisième fois, j'ai consenti à tout raconter. Et nous avons échangé. Et depuis, j'avoue que si c'était sous un autre angle, j'aurais dit à tout le monde que c'était un coup de foudre. Amoureux, mais j'apprécie. Qu'il y a encore des Ivoiriens de cet âge qui mettent au-dessus de tout. Parce que je n'étais pas convaincu. Ceux qui sont venus ont insisté. La deuxième fois, je n'étais pas encore convaincu.
quand la troisième fois j'ai consenti à te rencontrer. Et nous avons échangé. Et depuis, j'avoue que si c'était sous un autre angle, j'aurais dit à tout le monde que c'était un coup de foudre. Amoureux, mais j'apprécie qu'il y a encore des Ivoiriens de cet âge qui mettent au-dessus de tout l'intérêt de la nation et qu'on ne soit pas tous en train d'entretenir le tribalisme primaire, malheureusement. Oui, héroïne, comme quelqu'un l'a dit, tu l'es. Héroïne, tu l'es. Et je n'oublierai jamais ce jour et ce voyage que nous avons effectué à deux, car la vérité veut que je le dise. Il s'est trouvé des Ivoiriens pour dire à Abidjan que j'ai menti, je n'ai jamais vu Gbagbo pour la première fois. Quel intérêt, moi? J'aurais à dire aux Ivoiriens, je ne suis pas militant du FPI, je ne suis pas pro Gbagbo, je ne suis même pas bêté. Pourquoi voulez-vous que j'aille dire aux Ivoiriens que j'ai vu Gbagbo alors que c'est faux? C'est cette dame qui m'a conduit pour la première fois à bord de son véhicule. Je vais vous raconter une chose. Elle est venue me chercher très tôt le matin. Et puis, elle a une belle voiture, neuve d'ailleurs. Vous connaissez de voir comment ça peut aller à Abidjan pour la campagne. Et elle arrive me chercher de ma chambre d'hôtel. Je descends, elle allume son moteur, ça ne s'allume plus. Je vois la pauvre, elle était toute seule, elle se débattait, son regard avait changé. Et bon, elle dit là, est-ce qu'elle sait dans quoi elle est? Ça c'est un discours ivoirien maintenant. Hein? Est-ce qu'elle sait dans quoi elle est? Ça nous a pris un peu de temps, et puis après, ça a démarré. On arrive à la station, pour prendre un peu d'essence, la voiture s'éteint, on fait le plein, la voiture ne s'allume plus. Abiba s'interroge. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Abiba, tu ne sais pas dans quoi tu es. C'est pas moi, je ne suis pas sorcier, mais c'est pas un voyage ordinaire. Donc, c'est la première fois qu'un élu de la République de Côte d'Ivoire va briser toutes les barrières, tous les tabous, prendre tous les risques pour aller saluer Laurent Gbagbo. Attention, c'est toutes les forces qui se battent pour rendre ce voyage possible ou impossible. Et je l'ai regardé la pauvre se débattre. Comme elle ne sait pas dans quoi elle était. Bon, parce qu'elle a vécu ici tout le temps, elle a un peu pour la crise. C'est pas ça. Jusqu'à ce que les forces du bien aient le dessus sur les forces du mal. Et nous avons effectué ce voyage à La Haye. Et quand nous avons fini, moi j'ai passé la nuit parce que je devais revoir le lendemain mon ami et frère Blé. Elle a fait quoi? Elle n'a pas eu de problème, elle est revenue sur Paris. Parce que sa mission était terminée. Je venais ainsi de briser une barrière, un mur, le mur de l'injustice, pour aller saluer un homme. Et aujourd'hui encore plus que jamais, honnêtement, j'ai un petit pincement, parce que parfois je me demande, est-ce que devant Dieu, est-ce que moi-même je suis sincère dans ce que je fais? Amen. Dieu ne bénit jamais. Parce que ce que vous avez de secret, c'est cela que Dieu bénit. S'il n'est pas sincère, Dieu ne bénit pas. Dites ce que vous avez envie de dire là, mais ce n'est pas ce que Dieu bénit. Je dis à mon Dieu, le jour où je ne serai pas sincère, il faut que tu me foudroies. Si je n'ai pas été candidat, d'accord. Mais entre nous, tous réunis autant que nous sommes, Ivoiriens, chaque peuple a sa spécificité. Moi, je descends à Charles de Gaulle. Mettez-moi un Camerounais, un Congolais, un Togolais, un Béninois, un Ivoirien. Donc ils me donnent dos dans leur démarche, même de dos, je sais qui est Ivoirien. Même de dos, je sais qui est Ivoirien. Chaque peuple a sa spécificité. Je dis, qui peut me dire le contraire? Chez nous, là, en Côte d'Ivoire, quel que soit le degré d'animosité entre deux Ivoiriens, le décès réconcilie toujours. Et de surcroît, quelqu'un qui a été pendant
pendant 10 ans, a eu la destinée de ce pays entre ses mains, qui a été pour beaucoup d'Ivoiriens ce que vous savez vous-même. Le président Laurent Gbagbo, oui, je suis son adversaire politique. Il est FPI, je suis PDCI RDA. Moi, je suis PDCI, Niadien. Oui. Parce que j'ai parlé de toi tout à l'heure. Oui. Oui, je suis PDCI, version au fouette. Le PDCI RDA qui met l'homme au centre de la préoccupation politique. L'homme fait la politique pour l'homme. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses opinions. Dieu donne la vie. Dieu donne la vie et il appartient à Dieu et à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut. Et la politique, je refuse qu'on l'aperçoive comme un lieu d'injustice, comme un lieu de guerre, comme un lieu d'affrontement. La politique peut être aussi le lieu de fraternité. Il y a une limite à tout. Si mon acte, si mon propos doit déboucher sur la mort d'un seul citoyen, je m'abstiens, soit de parler, soit d'agir. Il faut avoir l'amour pour son prochain. Et il faut être un homme ouvert. C'est ce que vous pouvez nous enseigner. Rien d'autre. Quand on est au politique. Qui peut me condamner? Un bon militant du PDCI-RDA, sauf s'il n'a rien compris du PDCI-RDA. Sauf s'il n'a fait que jouir sans connaître le PDCI-RDA. Et j'en connais beaucoup de mes amis qui ont joui des bienfaits du PDCI sans avoir jamais été une seule fois dans leur vie militant du PDCI-RDA. Et je sais de quoi je parle. Le dire, c'est pas être impoli, bien au contraire. Parce que vous savez, chez nous, quand la calvitie arrive dans un village que les vieux fuient, eh bien, il se pose sur la tête du plus jeune. Et il est sale. Et il faut le lui reconnaître. Et il faut le lui reconnaître. Ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, perd sa mère. Et dans l'indifférence totale, à Abidjan, même dans son propre parti, ce qu'il a fait de toutes pièces, personne, tout le monde murmure, personne n'ose dire, il faut aller le saluer. Gbagbo est devenu la peste. Mais heureusement que la haine, là où il est, si on m'a reçu, je n'ai pas foncé la porte. Je n'ai pas pris de hache pour casser la porte. J'ai fait une demande en ligne. J'ai adressé à la haine m'a répondu, Gbagbo a signé, et je suis parti, les portes étaient grandement ouvertes. Ça veut dire que même là où il est, il a des droits. Le droit à la visite. Et il m'a reçu. Et j'ai été le voir pour lui dire Yako. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Et il y a beaucoup de bruit. Quand Kabé cherche les voix des Gbagbo, est-ce que j'ai besoin d'aller à la haine pour chercher les voix des Gbagbo? On dit oui, il défend les causes du FPI, va prendre ta carte au FPI. Ah bon? Eh bien, tranquillisons-nous. Tranquillisons-nous. Ou bien on ne se connaît pas à Abidjan. Mais si on se connaît là, il y a des propos qu'on n'a même pas besoin de tenir. Et je vais détailler. Je ne suis pas venu à la politique pour avoir peur. Si j'ai peur, c'est pas la peine de faire la politique. Et je vais le saluer dans ces conditions. Quelqu'un que je ne vais pas citer ici a le culot de me convoquer, parce qu'il est ministre, pour me dire ce que j'ai été faire à la haine. Ah bon? Tu es sérieux? Est-ce que vraiment tu es sérieux? D'abord pour deux raisons. C'est toi qui devais être à la haine, pas moi. La première, c'est que la première fois où tu as été ministre dans ta vie, c'est en 2004. Pour l'instant, notre constitution consacre que c'est le chef de l'État qui nomme son premier ministre, qui nomme le gouvernement. En 2001, là, Ouattara n'était pas chef de l'État. En 2004, il n'était pas chef de l'État. C'est Gbagbo Laurent Koudou qui était président de la Côte d'Ivoire. Et c'est par sa signature que toi, tu es devenu ministre pour la première fois. Rien que par devoir de reconnaissance, eh ben, tu vas courir le premier pour aller dire quoi. Deuxièmement, si j'avais été Alassane Dramane Ouattara, à un moment où je recherche la paix et la réconciliation pour mon peuple, est-ce que je n'aurais même pas été un tant soit peu calculateur pour dire, bon, c'est vrai, on est en palabre, mais comme il a perdu sa mère, je peux même faire une opération de charme. Sois béni. Je suis président de la République. Sois béni. Amen. Merci. À défaut de
me rendre moi-même président Ouattara à la haie, pour des raisons diverses, je peux désigner, constituer une forte délégation de ministres. Allez-y voir mon frère à la haie. Portez-lui mon message. Dites-lui à l'Ivoirienne comment ça se passe. Écoutez-moi, frère, c'est vrai que nous avons nos paroles de tous les jours, mais tu viens de perdre ta maman. Je t'envoie une délégation pour te dire Diapo. Voilà qui est ivoirien. Voilà qui est ivoirien. Deuxièmement, quand tu as dit Diapo, je suis le président en exercice. Moi, Dramane Ouattara. Mais toi, tu étais président avant moi. Ta maman, c'est la maman de l'ancien président de Côte d'Ivoire. On voit avec Bako comment l'État enterre cette pauvre vieille. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Et quand tu as fini ça, et que vous êtes parlé, comme dans sa poitrine, c'est pas un caillou qu'il a, c'est un cœur sensible. Quand tu donnes le dos là, il va dire Et après, tu as ouvert la voie au dialogue entre vous deux. Parce que moi qui recherche la paix, la réconciliation est la vraie. C'est pas tout qu'on obtient avec les Kalachnikov. C'est pas tout qu'on obtient avec la force. La paix du cœur, on ne l'obtient pas par la brutalité, par la force. Et vous allez ensemble, vous convenez de comment on enterre cette pauvre femme. Ça, c'est la façon à l'ivoirienne. Et après ça, vous venez lui dire, écoute, on est venu te rendre compte, est-ce que ça a été de ton goût? Maintenant là, tu peux dire, frère, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire de demain? Quels seront, toi, les actes que nous devrons poser pour que les Ivoiriens s'aiment à nouveau? Parce que, si vous voulez la paix et la réconciliation, vraiment, pour la Côte d'Ivoire, Bako est incontournable. Il a eu quand même 47%. Je dis bien 47% qu'il a obtenu dans les conditions que tout le monde connaît. Vrai ou faux, mais il a eu 47%. Mais ces 47% d'Ivoiriens, merci, je vis en Côte d'Ivoire, sont complètement en marge de la République. Ils ne s'intéressent plus à rien. Pour les 47%, leur vie s'est arrêtée depuis que Gbagbo est à la haie. C'est bien de bâtir les ponts, et puis quel pont? C'est bien de construire les universités. Mais quand on bâtit les ponts, quand on construit l'université, c'est pour qui on les bâtit? C'est pour les Ivoiriens? Mais ils sont au Ghana, ils sont en exil, au Burkina, partout. Quel est cet homme politique, ce responsable, ce leader, ce président qui peut être heureux et fier de voir son peuple éparpillé dans le monde et qui n'a pas le bonheur? Et qui n'a pas le bonheur. Mes chers amis, je suis donc, si vous ne pouvez pas le faire et que je veux le faire, en quoi ça vous dérange? Je suis venu à la haie, je l'ai salué et je lui ai dit, je suis venu te voir, monsieur le président, parce que j'essaie de me mettre à ta place. Je ne connais pas un seul dans cette salle qui peut accepter de vivre une telle situation. L'être le plus cher d'un homme sur terre, c'est sa mère. Quel est l'homme, même un ORDR, qui peut perdre sa mère? Il est vivant et puis il ne peut pas aller aux obsèques de sa propre mère. Est-ce que vous mesurez un peu la douleur? Est-ce que vous mesurez un peu la douleur qui s'ajoute au deuil? C'est ce que Gbagbo vit. Et tout ça au nom de la politique. Si c'est ça la politique, moi je n'ai fait pas cette politique-là. Voilà le sens de ma démarche. Et on me dit, mais tu as été le voir la première fois parce qu'il était en deuil. Mais deuxième fois, tu allais faire quoi? Tu cherches quoi? Mais je lui ai dit, président,
Si pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas aux obsèques de ta mère, on essaiera de faire en sorte de l'enterrer dignement. Et je reviendrai ici vous faire le point. Après l'enterrement. On a fait l'enterrement. Quand je promets, je fais. Je suis donc venu lui faire le point des obsèques de sa propre mère. Ma mission est terminée sur ce chapitre-là. Maintenant, il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, je sais que j'ai ouvert la porte de la haie. Beaucoup vont me suivre. Beaucoup vont y aller. C'est une bonne chose. Ça veut dire que je suis un homme éclairé. Et quand on est éclairé, on indique le chemin. Les gens me disent, non, va prendre ta carte de militant au FPI. C'est pas grave. Mais il s'est trouvé des Ivoiriens dans ce pays parce qu'il faut connaître la mémoire. On ne peut pas être un peuple sans mémoire. Il s'est trouvé des jeunes dans ce pays pour prendre les fusils, pour couper le pays en deux au motif qu'ils se battaient pour leurs parents. Qui n'est pas témoin? Moi, j'ai jamais pris de fusil. Je ne prends pas d'armes. Qui ne sait pas que je m'appelle Bida et que je suis bêté? Avec ma bouche, je peux défendre mes parents sans avoir les cadres de membres du parti. Il faut justement combattre l'injustice. J'estime que tant que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront tous les deux, uniquement les deux, à la haie, c'est une injustice. Je ne dis pas devant le monde que Gbagbo n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Je dis, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. La guerre se fait à deux, la réconciliation de la paix se fait aussi à deux, forcément. Dans nos villages, moi qui suis à la fois Baoulé et Dida, je sais une chose, Nadia, quand deux personnes au village sont en conflit, on les invite sur la bapala. Et ils sont assis face à face, autour de la chefferie, le chef et ses notables. Et on interroge les deux, on les entend, on les écoute et on tranche. Est-ce qu'on doit savoir la lumière, la vérité seulement sur les morts dans les camps de Ouattara et ceux qui sont morts dans les camps de Gbagbo? Que fait-on de cela? Nous devons savoir aussi la lumière sur tous les morts. Donc, si on estime que c'est à la haie que la lumière doit rejaillir, elle ne rejaillira qu'entre de la confrontation entre les deux belligérants. Donc, il faut aussi envoyer à la haie l'autre côté, les gens qui sont assis là-bas. Pour que les deux côtés là, ils s'expliquent que les Ivoiriens suivent et que les Ivoiriens sachent qui dit vrai et qui dit faux. Mais tant qu'il n'en sera pas ainsi, eh bien c'est ce que les Blancs appellent la justice des vainqueurs, et je ne soutiendrai jamais l'injustice. Un bon militant du PDCI-RDA ne soutient pas l'injustice. Un bon militant du PDCI-RDA ne soutient pas une politique de vengeance. Je confesse, devant les Ivoiriens, j'assume ma part. Oui, j'ai voté Alassane Ouattara entre les deux tours. Mais je suis un élève. Quand j'étais à l'école, j'avais un principe. Je ne commets pas deux fois la même erreur. Et que M. Ouattara sache très bien que je ne commets pas deux fois la même erreur. Nous allons nous battre. Et je vais le battre. Ce n'est pas une question de taille. C'est pas une question de taille. Et je vais le battre. Je suis venu vous dire de vous préparer à rentrer au pays. Parce que, bien sûr, il y a un slogan que vous allez maintenant auquel vous êtes habitués. En novembre, tout va commencer. En novembre, tout va commencer. Tout commence en novembre. Vous maintenez ça. Tout commence en novembre. Tout commence en novembre. J'ai dit à mon frère Blé, bon, ça c'est des choses qu'on dirait pas sur la place publique. Alors, pour en finir avec ce chapitre, j'ai été par la grande porte à la haie, je ne me suis pas caché. Je suis revenu hier. Vous qui ne l'avez pas vu ces derniers temps, je vous dis, Gbagbo se porte bien. Je vous dis, Blé Goudé se porte bien. Et j'ai grand espoir que vous le reverrez très bientôt.
faire pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, retrouve son rayonnement d'antan? Il faut renégocier un nouveau consensus national. Mais prioritairement, il faut réussir la réconciliation et la paix. Parce que, mes chers parents, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est moins Ouattara que les réalités auxquelles nous serons confrontés. S'il vous plaît, c'est trop sérieux. C'est pourquoi je dis, je confesse. Mais en même temps, je vous invite tous, autant que nous sommes, que chacun entre en lui-même pour situer en son fort intérieur sa part de responsabilité dans ce que nous avons vécu. Dieu ne fait rien au hasard. Nous avons tous péché. Nous avons tous créé les conditions de ce que nous avons vécu. Et quelle est la leçon que nous devons tirer de ce que nous avons vécu? C'est là le plus important aujourd'hui. Le peuple ivoirien, les Ivoiriens, et c'est notre grand défaut, nous pensons que tout est sujet à palabre, qu'on peut se battre sur tout. Non! Un peuple ne peut pas se battre sur tout. Il y a un seuil que même dans la division, on ne franchit jamais. Oui, il y a des gens qui me reprochent. Il y a un monsieur qui m'a dit à Benjerville, une fois que j'étais au parking de Sokosé, dans un véhicule vide teinté, j'étais aperçu, j'ai voulu t'écraser, j'ai voulu te tuer. Tellement j'ai de la haine pour toi. J'ai dit, tu m'aurais tué peut-être. Moi aussi, il y a 99. Je passais à côté du stade où Fouet-Boigny et que les juifs des Ivoiriens dans le stade en train de danser le coup d'état. J'ai voulu mettre du feu et du pétrole pour vous brûler. Et puis nous tous on arrive. Parce que voilà une question qui touche à ce que j'appelle aux fondamentaux de la République et qui n'a jamais pu nous unir. À tour de rang, nous avons joué avec cette affaire. Oui, qui ne se souvient pas? Quand j'étais étudiant, les premiers Ivoiriens que j'ai vus à la télévision, Raphaël Nakwe, regardez M. Draman en face pour lui dire, tu n'es pas Ivoirien. Regardez aujourd'hui, il est devenu le responsable du RDR dans sa région. Première leçon, l'Ivoirien, on peut le retourner facilement avec un peu de jeton. La première leçon que nous devons tous retenir, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu m'adresser à vous en tant que candidat. Je suis venu en tant que député ivoirien. Je reviendrai ici au mois de juin, cette fois-ci en qualité de candidat, mais justement pourquoi on parle de projet. Parce que le tout n'est pas de dire, il faut que Ouattara parte. Quand Ouattara est parti là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Et ce sera l'objet du prochain rendez-vous. Et j'espère que nous serons 10 000 fois plus nombreux que ça. Pour que nous disions aux autres ce que nous sommes capables de faire. Première chose. Et au centre de mon projet, il y a quelque chose qui m'est cher. C'est de reconstruire ce que j'appelle l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. Il faut commencer à y méditer maintenant. Ce n'est pas cet Ivoirien qui dit une chose qu'on vient renverser facilement avec des jetons. Un tel Ivoirien là, il n'est pas prêt. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. Merci. Et on est tous témoins. Au moment où le FPI disait ça, le PDCI disait qu'Alassane était Ivoirien. Oufoué meurt, Bédier retrouve ses esprits, il dit Ouattara n'est pas Ivoirien. Les gens du FPI disent non. Vous avez dit hier qu'il est Ivoirien, donc il est Ivoirien. Il y a eu le Front républicain. Qui ne s'en souvient? La main dans la main, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Le Front républicain nous a conduits au boycott actif. On ne s'est pas arrêté là, boum, un coup d'État. Qu'on a traité de révolution des œillères. On a célébré le coup d'État. Mais ceux qui ont dansé là, il n'y avait pas de blancs parmi eux.
Il n'y a pas de Burkinabé parmi eux, c'était les Ivoiriens. Qui avaient fini par... C'est pour ça que par moment, je ne vous cache pas, sur la question de Bédier, j'estime que Bédier a fini son combat. Mais je n'ai pas besoin de lui en vouloir. Parce que parfois aussi, je le comprends. Ah oui, j'ai dit à Fingessan un jour qu'on parlait. Ce monsieur-là a été chassé du pouvoir. Pourquoi? Tout le monde connaît. Quand il a été chassé, les Ivoiriens ont dansé. Ça veut dire quoi? Qu'il était dans le faux. Bon, il a décidé maintenant de faire ce que les Ivoiriens veulent. Ah oui, je vous dis, hein, parce que c'est mon père, je le connais. Il dit, moi, Bertin, quand tu es encore jeune, en 80 ans, on ne fait pas de révolution. Ce que les Ivoiriens veulent qu'on fasse, ça on va faire. Donc, je soutiens Ouattara, bien. C'est tout, hein, c'est pas autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il y croit. Il n'y croit pas du tout, mais il y est. Mais aussi, c'est pour dire aux Ivoiriens, lui, il a fini. Bon, mais les jeunes, vous qui venez là, il faut qu'on revoie notre copie, notre façon d'être, notre façon de vivre, dans nos têtes d'abord, dans nos mentalités. Maintenant, lui aussi, il rentre d'exil, il se débrouille, il crée l'HDP. Et il s'associe avec Ouattara, boum, Gbagbo est là. Voilà, à tour de rôle, comment on a cru devoir faire du mal à son frère ivoirien en s'associant au fur et à mesure à Ouattara. Et on a dressé son livre, et il est devenu notre président. Et puis on s'accuse mutuellement. Non, ça suffit. Maintenant, il faut arrêter. La seule chose qui peut être notre salut, c'est le réflexe nouveau, l'union, le rassemblement des Ivoiriens. Le rassemblement des Ivoiriens. Et c'est ça qui m'oppose à Bédier. Il dit il faut rassembler les enfants d'Oufoué. Je dis non. Oufoué que j'ai connu, oui, je l'ai connu. S'il avait été vivant, dans une Côte d'Ivoire déchirée, où les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, vivent côte à côte, Oufoué ne se serait pas contenté uniquement de rassembler que ses enfants. Oufoué aurait rassemblé tous les enfants de ce pays. C'est pourquoi, en lieu et place du rassemblement des enfants d'Oufoué, moi je propose le rassemblement des Ivoiriens. Il faut aller là. Qui peut être heureux? Qui peut être fier de voir que nos sœurs, on a été premiers producteurs de café, on ne l'est plus. On est toujours premiers producteurs de cacao, oui, on l'exporte, on est fiers. Mais depuis quand l'Ivoirien exporte une femme? Depuis quand on va être fiers de voir nos sœurs traitées comme Wine City Girl? Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas ivoirien. Mais que voulez-vous? Les gens ont besoin de vivre et de survivre. Et ils sont des milliers comme ça, qui côtoient la misère et qui vendent leur dignité. Ils sont obligés de le faire au nom de la politique, à travers le monde. C'est tout ce monde qui doit regagner la terre natale. Et c'est pour ça que je suis candidat. Chers amis, il y en a qui ne comprennent pas et qui disent autre chose. Sans être baboïste, sans être FPI. Je ne pense pas que beaucoup de militants du FPI qui ont tout vu de Gbagbo aient aussi fait pour Gbagbo dans cette période que j'ai fait. Je le fais par amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que ce qu'il faut négocier prioritairement, c'est notre réconciliation. Or, il me semble que pour deux raisons, Ouattara ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas. C'est ça qu'il faut freiner. Mais je ne serai pas efficace. Parce que ce que vous oubliez, apparemment, le terrain aussi est là. Nous avons une armée, dit-on, la FRC. C'est quoi la FRC? C'est quoi la FRC? La FRC, ce n'est rien d'autre que l'armée de la rébellion qui a été rebaptisée. Composée essentiellement d'Ivoiriens ou de ceux qui ont pris des armes pour que Ouattara soit président. Est-ce que vous pensez que des gens qui ont pris des armes pendant 10 ans pour que Ouattara soit président vont accepter facilement que quelqu'un vienne leur dire qu'il a battu Ouattara dans les urnes? Mais c'est conscient de ça que je m'engage. Que je m'engage. Il y a des gens qui me disent les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas avoir une élection, mais qui va les réunir en place? Il faut vous battre pour réunir les conditions. Ça ne tombera pas du ciel. Engagez-vous dès maintenant. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de raisonnement. Il faut les arrêter ici et maintenant.
Parce que vous ne savez pas ce qui est en jeu. Malheureusement, nous sommes devant les caméras. Ce n'est pas tout qu'on dit sur la place publique. Ce qui est en jeu est trop sérieux pour qu'on n'aille pas au-delà des passions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je suis conscient. Mais en même temps, les mêmes qui ont créé les conditions, ils savent très bien que ce que nous voulons tous, c'est la démocratie. La démocratie a ses règles et ses vertus. Ah oui, la démocratie exige que chaque candidat puisse battre campagne librement sans se faire inquiéter dans son intégrité physique sur les 322 000 km². Et les forces onusiennes en Côte d'Ivoire sont là pour ça. Tout comme, ah oui, écoutez-moi, ils sont là pour ça. Oui, s'ils l'ont fait hier, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui si les mêmes conditions soient réunies. Et c'est ce qu'on va faire. Suivez mon regard. Deuxièmement, je vous dis parce que bon, malheureusement, voilà, on est en public. On va se battre. Écoutez-moi bien. Je sais que je n'irai pas aux élections avec cette série, mais votre connaître. Je le dis à qui veut m'entendre et à tous nos partenaires de l'extérieur qui comprennent bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si cette série demeure en l'état, il ne faut pas qu'il soit surpris que demain, il y a encore des morts à compter. Donc, dès à présent, il faut une série véritablement indépendante. Et c'est le combat que je mènerai quand je vais arriver au pays. Il faut changer, dissoudre cette série. Ensuite, il faut garantir à tous les candidats et au processus une sécurité pour tout. À ce moment-là, nous allons partir aux élections. Mais que moi, je ne pense pas que parce que c'est comme ça, auquel je vais m'engager et on va se battre. On va se battre. Mais c'est ensemble que nous devons nous battre. Alors, Ivoiriens, vous qui êtes en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous ne risquez rien à prendre la rue. Mais alors, en plus des sujets qui vous mettent dans la rue tous les jours, libérer Laurent Gbagbo, oui, vous pouvez aussi marcher pour qu'il y ait une série indépendante dans votre pays. Vous pouvez faire des sittings devant l'ambassade de France, devant le Quai d'Orsay, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis, pour dire au monde que dans votre pays, les ingrédients sont en train de se réunir pour encore une autre guerre. Il faut une série indépendante. Aux États-Unis, faites la même chose. Quand vous faites ça, vous nous donnez la force, nous qui sommes à Abidjan, pour aller dans tous les coins et recoins, pour que d'ici 8 mois, nos souffrances soient au passé. Je dis que c'est possible et nous le pouvons. Et nous le pouvons. Ça suppose que désormais, je ne veux plus que vous réfléchissiez en termes de moi je suis baboïste, moi je suis FPI, moi je suis PDC. Non. Quand une maison est en feu et qu'il faut éteindre le feu, mes chers parents, l'eau pour éteindre le feu n'a pas de couleur. Propre ou sale, le plus important c'est d'éteindre le feu. Une fois que le feu est éteint, que la maison est sauvée, oui, toi tu prends la chambre principale, toi tu prends le balcon, toi tu prends le salon, on a le temps maintenant de se partager l'intérieur de la maison. C'est comme ça que nous devons réfléchir désormais. Et c'est ce que mon frère Blé Goudé Charles et moi nous avons compris. Je n'en dis pas plus. Les jours à venir, vous verrez. Moi, excusez-moi, je ne suis pas de ceux de la théorie. Mon papa, toi, tu sais bien. Chez nous au village, on dit, oui, la femme, là, elle ne me plaît pas, je ne l'aime pas, mais ses fesses sont jolies. Si Babo ne te plaît pas, il ne te plaît pas. Tu n'aimes pas Babo, mais tu aimes ses militants. Où on a vu ça? Mais où on a vu ça? Où on l'aime, ou on ne l'aime pas. Mais je dis, il faut militer non pas pour des causes de second degré, pour aller chercher à se faire élire président. Il faut militer pour des causes supérieures. La cause supérieure, quel que soit l'Ivoirien, quel que soit son parti politique, quelle que soit sa religion, nous sommes obligés de vivre ensemble
dans la même cavité ivoirienne là, et donc nous devons nous compter, rester ensemble et nous unir sincèrement. Sincèrement. Et je dis à mes parents du Nord, j'ai rencontré des femmes du Nord, qui disent oui, mais toi ta bouche là, tu parles de babo, gna gna. J'ai dit d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez soutenu Ouattara, nous avons soutenu Ouattara, oui, il a soutenu moi aussi. Et personne n'a bien pu le nier. Ce n'est pas les panneaux, il y a nos photos là-bas pour la campagne qui votent le contraire. Ouattara était fier de m'avoir à ses côtés sur les pancartes et il sait. Mais je n'ai pas soutenu Ouattara pour qu'il soit seulement le président des Goulas. Je l'ai soutenu pour qu'il soit le président des Ivoiriens, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est ça la démocratie. François Hollande, ici en France, n'a pas été voté par tous les Français. Mais quand il est dans le fauteuil présidentiel, il gouverne pour tous les Français, y compris pour ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. C'est ça. Pourquoi ce qui est possible ici, en Europe, aux États-Unis, partout, alors même que nous avons fait les mêmes études, pourquoi ça n'est pas possible chez nous en Afrique? Pourquoi chaque fois qu'on ouvre le journal télévisé, quand on atteint l'Afrique, ce n'est que des Kalachnikov, ce n'est que le feu, ce n'est que le sang. La vie humaine est devenue, on a désacralisé la vie humaine, on tue facilement. Pourquoi l'Afrique doit être amenée à faire ça? Pourquoi? Nous devons changer. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. Quand vous arrivez à Abidjan aujourd'hui, la première chose qui vous frappe aux yeux tout de suite, c'est le désordre. Aucun pays au monde ne peut prospérer dans le désordre. La première chose à combattre, c'est le désordre. C'est le premier mal dont souffre la Côte d'Ivoire, le désordre. Après la corruption. Aujourd'hui, là, nous tous on est assis là. Si on dit qu'il y a un concours tout de suite, on va venir faire la composition. Il y en a qui vont aller, au lieu de croire en leur cerveau, qui vont chercher 2 millions pour les donner à ceux qui organisent le concours. J'ai vu des gens, pour devenir gendarme, ils payent 2 millions. Mais un gendarme MDL qui a un seul levé là, quand tu as payé 2 millions pour être gendarme là, tu travailles combien d'années pour rembourser ça là-bas? Combien? Il faut arrêter ça. L'Ivoirien nouveau. Mais même quand on est admis là, pour aller à l'ENA, moi j'ai fait allemand. Lui il a fait lettres modernes, il a fait les mathématiques, il a fait sciences éco. On dit choisissez, moi qui ai fait allemand, j'ai dit d'abord je veux finance. Voilà, je veux finance. On dit à Kagabé, bon c'est bien mais il n'y a plus de place là-bas. Ah, il n'y a plus de place là-bas. Bon, je veux comptabilité. Il n'y a plus de place, je veux douane. C'est quand il n'y a plus ça là maintenant que je me souviens que j'ai fait allemand, que j'ai fait le professionnel allemand. Mais qu'est-ce que je recherche à travers ces choix? L'argent. Mais pourquoi? Parce que vous avez eu le même diplôme, vous avez fait le concours le même jour, celui qui allait aux finances, à la comptabilité, on connaît bien sa fiche de paie, mais au bout de 3 mois, il construit 50, 100 immeubles. Et puis, toutes les belles filles sont amoureuses de lui, subitement. Personne ne cherche à savoir comment il a eu cet argent. Et c'est lui qui est le patron. Et il domine tout le monde. Mais celui qui a été en même temps que toi, sur les bancs d'études, qui allait au CAFOP, qui s'occupe de la formation des enfants de 4 ans, dans Téini, dans un petit village. Quel mérite tu as de plus que celui-là? L'argent guide tous nos choix. L'argent guide tous nos choix. Il faut que ça cesse. On ne peut pas vivre dans un pays où l'argent gouverne tout. L'argent gouverne tout et c'est l'argent qui nous a perdu, on est là où on est aujourd'hui. Mes chers amis, voici les chantiers qui nous attendent. Mais à côté de ça, je suis député de Port-Boué. Allez-y à Gonzarville, allez-y à Tobiato, allez-y à Yopougon. Et Dieu seul sait qu'ils sont les plus nombreux. Ces jeunes dont l'âge varie entre 30 et 45 ans, ils sont les plus nombreux qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi dans leur vie. Comment vous imaginez que quelqu'un qui a 45 ans, qui n'a jamais travaillé, qui doit aller à la retraite à 60 ans, à quel âge il travaille, à quel âge il s'organise pour préparer sa retraite? Mais pendant ce temps, c'est un homme, il est obligé d'avoir une femme, il a 4 enfants, 5 enfants, parce que son travail c'est ça. Vous avez vu la belle leçon que Didier Drogba a donnée aux Ivoiriens? Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont compris? Quand les anciens se sont mis en retraite pour faire de la place à Wilfried Bony et aux plus jeunes, résultat immédiat, paf, on a pris la coupe. Mais les Drogba ont joué
leur tanière. Il ne faut pas avoir peur de rajeunir et de responsabiliser les jeunes dans une société comme la nôtre qui doit combattre le sous-développement. Voilà le sens de ma candidature. Il faut qu'on s'excite, chers amis. Il y a du travail, il y a du boulot. Il faut qu'on s'engage. Notre pays nous appelle. En ce qui vous concerne, frères et sœurs de la diaspora, moi j'ai un principe, et je le dis la main sur le cœur. Je n'aime pas l'injustice. Et mon père me disait toujours, tu ne feras jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Moi j'ai eu mon temps où j'ai placé les chaises. J'ai eu mon temps où j'ai collé les affiches. Mais je ne collerai pas les affiches toute ma vie. Je ne placerai pas les chaises toute ma vie. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Pourquoi voulez-vous que chaque fois qu'on vient en France, on vous mobilise, vous allez applaudir, vous dansez et quand on gagne, tout est fini. Le bail est terminé. Non. Eh bien moi, devenu, si je suis président de la République de Côte d'Ivoire, d'abord, on y va partout. Je vais aux États-Unis pour observer. Je viens en France pour observer. Eh bien j'observe que partout, il y a les députés de l'étranger. Quand je suis président, vous aurez des députés à l'étranger pour responsabiliser les Ivoiriens. Et je le ferai. Et quand je serai président, je vais créer un secrétariat d'État spécialement consacré aux Ivoiriens diaspora. Pourquoi? Houphouët, de son vivant, n'aimait pas beaucoup que les Ivoiriens s'expatrient. Houphouët créait les conditions pour qu'on vienne s'instruire pour aller construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par la force des choses, voilà, pour une simple réunion, alors que Dieu seul sait que pendant que je suis ici avec vous, il y a encore d'autres réunions, dans le même Paris, pour les mêmes Ivoiriens. Rien qu'on est nombreux ici. Mais quand on est ici nombreux là, qui va bâtir la Côte d'Ivoire? Donc aussi longtemps que vous allez vivre ici, vous devez demeurer toujours Ivoirien. Et pensez qu'un jour, vous devez apporter quelque chose à cette terre que vous avez naître. Mais il faut qu'on favorise votre retour, d'une façon ou d'une autre. Le retour n'est pas forcément physique. Où est-ce que je veux dire? Il faut qu'on vous organise, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un poids économique dont on doit tenir compte pour bâtir. En même temps que vous, qui avez vécu ici 30 ans, 40 ans pour certains, vous avez eu la chance de vous frotter à d'autres civilisations, à d'autres réalités. Vous avez certainement appris quelque chose que nous n'avons pas forcément, nous sommes restés au pays. Ce que vous avez appris là, vous devez le mettre au service de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui donne du sens à votre présence ici. Sinon pour le reste, je ne pense pas que vous soyez venus ici, vous faire enterrer ici, sans rien apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas non plus attendre que ce soit votre cadavre qu'on rapatrie toujours dans votre pays. Ah oui? Parce que quand vous venez, on a toutes de bonnes nouvelles, le jour où on entend de vous, c'est qu'on rapatrie les cadavres. Non, ce n'est pas ce que je souhaite. Pour les Ivoiriens qui vivent en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait ce mouvement d'aller et venir et qui profite au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette politique-là que nous allons mettre intelligemment en place lorsque nous serons présidents, parce que nous allons bénéficier de la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, je vous regarde, je vous fais confiance. Je n'ai pas attendu d'avoir 60 ans pour mener les combats que nous avons menés. On a fait une conférence, ça c'est entre nous, avec mes aînés. Et les gens m'appellent pour me dire, non, Kakabé, tu étais le meilleur, tu as 10 sur 10. Les autres, bon. Et puis après, on me dit, bon, quand bien même tu as 10 sur 10, toi tu es jeune, tu as du temps devant toi, tu feras 2 campagnes, 3 campagnes, alors donne la place à tes aînés. Mais dans une classe, quand un élève a 10 sur 10, si on fait classement, on le met où? Il est premier, il est devant. Donnez-moi le nom d'un entraîneur de football qui a le meilleur joueur du monde et puis va perdre une coupe alors que son joueur est sur le banc de touche. Pourquoi? J'ai pris mon temps pour me cultiver, pour me former, pour me préparer à aller à ce rendez-vous. Et je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire, pourvu que les Ivoiriens me donnent leur confiance dans les yeux. Je vous en donne la garantie. C'est même pas sorcier de la Côte d'Ivoire. Houphouët a déjà tracé les grandes lignes et les fondamentaux. Il n'y a qu'à recopier les leçons d'Houphouët, on a un bon président dans notre pays. Il n'y a qu'à recopier les leçons d'Houphouët. Et comme il a dit lui-même, j'ai tracé les sillons, il appartiendra à nos enfants et nos petits-enfants de les élargir. Oui, Houphouët a bâti ce pays-là avec seulement le café et le cacao. Il n'avait pas de pétrole.
Comment vous expliquez que maintenant que nous avons du pétrole en plus, on en soit là où nous sommes? Car n'oubliez jamais qu'à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait même pas un seul cadre qualifié, compétent. À l'indépendance, ce sont nos frères Dahomey qui venaient nous enseigner. Nos frères sénégalais. Regardez comment en 10 ans, de 60 à 70, 70, 75, en 15 ans, vous pouvez inverser toutes les tendances. À partir de 75, au lieu que ce soit les Dahomey qui viennent nous enseigner, désormais, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, que Dahomey, Sénégalais, Guinéens, Camerounais, Burkinabé, c'est chez nous que tout le monde venait pour chercher le savoir. Au point où il n'y a pas un seul chef d'État qui nous entoure qui n'a pas eu son diplôme en Côte d'Ivoire. Il a fait ça en 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Et depuis Koufou est mort, tout est mort avec Koufou. On n'a plus le temps de nous battre. On n'a rien ajouté en plus. Je dis bien, on n'a rien ajouté en plus. Ce pont qui a été inauguré et qui porte le nom de M. Bédié si heureusement. C'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédié l'avait déjà conçu. Les financements avaient été déjà bouclés. On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça qu'il y a le célèbre maquis de la Vache Bleue a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis les premiers coups de pioche. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienlit et je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Et récemment, Alassane Ouattara disait une chose. Quand Ouattara dit, il fait. Oui, quand Ouattara dit, il fait. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Comment peut-on bâtir un pays dans un pont dans un pays ingouvernable? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chienlit, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà la leçon qu'il faut retenir. Et ce pont-là aurait dû être inauguré depuis 2000. On l'a inauguré en 2015. 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord, Koufou a construit sa chose jusqu'à Saint-Lobo. Et Babo est venu terminer le poursuit jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Babo qui a construit l'autoroute du Nord. Le pont de Jacquesville, qu'on appelle aujourd'hui pont Yasser Philippe, c'est Babo qui l'a bâti. Les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, je n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Ou même Sassandra qui a promis 18 000 milliards. C'est ce que je sais faire dans ma vie. Mobiliser des fonds, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après, tu as inauguré le pont de l'autoroute de Babo, c'est bien. Tu as inauguré le pont de Jacquesville, c'est bien. C'est pas toi qui as fait le pont. Le pont de Dieu, c'est pas toi. Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a que lui et Kablan Duncan qui voient leurs chiffres de croissance. Tous les matins à la télévision, on nous populaire de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est pas en marche? Est-ce que c'est pas en marche? Les Ivoiriens veulent nous manger. Et on dit l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président, un gère l'argent du pays. Et c'est ça. Et on ne peut rien dire, on ne doit rien dire. Ça fait 5 ans que Ouattara est président. Il n'y a jamais eu un seul sitting de protestation, une seule marche de protestation dans un pays qui se veut démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vivent sous le poids de la terreur. La terreur et la peur. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la terreur.
peur, il faut la surmonter, nous délivrer. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de place aux accusations mutuelles. Entendons-nous, donnons-nous la main, oublions le passé, dialoguons entre nos frères ivoiriens pour construire l'avenir. Pas forcément pour nous, mais pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Ça suppose quoi? Que nous ayons conscience de ce que nous avons comme responsabilité. Mais, vous savez, les Ivoiriens, ils sont capables de tout et ils font tout. Voilà, mes amis qui sont assis là. Je prie Dieu que notre amitié dure. Je prie Dieu que notre marche continue. Parce que tous les jours que Dieu fait, ce n'est pas Ouattara qui est mon problème, c'est autour de moi. On est tous assis là. Forcément que nous sommes tous compétents individuellement. Mais tant que nous sommes chez nous, à la maison, à nos compétences, là, qui sait? Mais quand on décide de se mettre ensemble, pour nous mettre là, sur la place publique, on nous découvre. C'est demain que Ouattara va se souvenir que Dosso, il s'appelle Dosso, et on va lui envoyer maintenant les mallettes pour lui rappeler que ta famille est ici, Kakabe est ici, les Dida, et puis lui aussi, elle va sortir, il est dans le journal demain, Kakabe, et puis il me suit. Voilà, c'est bien. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, comme il dit. Etienne était à Paris ici depuis, vous le connaissiez? Ça fait 3 ans qu'on a dit on va se battre. Maintenant, bon, tout le monde l'appelle la nuit maintenant. Etienne. Pour l'instant, il résiste encore. Je ne sais pas s'il va continuer jusqu'au bout. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Parce que j'en ai vu, moi, à mon âge, j'en ai vu. Pardonne-leur, disait le Seigneur. C'est pas leur faute. Quand ils ne sont pas éclairés. Et les offres de feu de foi, il y en a partout. Maintenant, mon bureau est plein là maintenant, tout le monde vient. Mais Dieu, lui, me reçoit devant mes amis et il dit quelque chose de formidable. Et je dis devant mes amis, tu m'as réhabilité parce que je dis à mes amis que je te connais. S'il y a quelqu'un qui applaudit mon combat, le premier c'est Henri Konan Budé, même jusqu'aujourd'hui. Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître. Mais ça, c'est autre chose. Il va me dire, mais oublions le passé, mais il y a une chose quand même qu'il faut que tu retiennes. Il y a quelqu'un que je considère comme un ami, alors un frère, jumeau dans ma vie, il me dit, un tel, avant ce congrès-là, si on t'avait dit qu'il peut te trahir, est-ce que tu pourrais croire? Il dit non. Il dit bon, ce congrès aussi a été pour toi l'occasion d'apprendre quelque chose, parce que tu ne peux jamais diriger ce peuple si tu ne connais pas les hommes. L'homme, pour le connaître, il faut le voir en situation. Quelles sont ces situations? Première situation, c'est l'homme, l'argent. Deuxième, la femme. Et puis le pouvoir, le matériel. Tes amis là, il a fallu que on leur propose à peine 500 000, même pas 500 000, et ils t'ont trahi. Tu appelles ça amitié? Je dis, président, merci pour cette leçon, oui. Ça m'a fait du bien. Il dit, moi, toute ma vie, je n'ai vécu que ça. Bon, ça m'a fait du bien. Mais c'est l'autre dimension de l'homme que je n'avais pas. Dans ma naïveté juvénile, je fais confiance aveuglément, je dis, oh, et puis on avance. Mais je commence à découvrir les Ivoiriens. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas continuer comme ça. Par exemple, je suis plein de gens en train de dire, mais est-ce que Kakabe a l'argent pour cette campagne? Non seulement j'en aurai, et j'en ai, je vous le dis. Mais en même temps, quand je partais au congrès du PDC hier, je suis assis dans la salle, et puis le Bédier dit, le bureau politique décide que tous les candidats payent 18 millions. Tout le monde me regarde. Tous mes amis ils me regardent. Je me suis levé, j'ai dit, donne-moi le micro. Eux, ils pensaient que je partais pour attaquer. Je dis, non, dites-moi auprès de qui on paye les 18 millions demain. Ah, du coup, c'est en fait c'est sérieux. Et le lendemain, j'ai pris 9 de mes amis, calcul arithmétique. 2 millions fois 9, combien? 18. Ils ont cotisé 2 millions. Chacun, j'ai dit à l'autre, Stéphane,
est allé payer mon 18 millions. Voilà, l'Ivoirien nouveau. Qui vous dit que pour diriger un pays, il faut avoir fait de l'économie personnelle? C'est ça la question du rapport de l'homme ivoirien à l'argent. Tout est argent chez nous. La campagne arrive, il y en a qui pensent que c'est l'occasion de se faire de l'argent de poche. Mais c'est ça, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que Ouattara sera le plus riche de cette campagne. Parce qu'il a d'autres argent avec lui. Cette campagne-là, cette élection-là, ce sera le rendez-vous de renégocier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Si on avait été au village, j'aurais dit aux dames, attachez vos Kéiwa, parce que ça va chauffer. Ce n'est pas une affaire d'argent. Si c'est une affaire d'argent, Ouattara est déjà président dans ce cas. On laisse tomber. Et chacun va aller à la soupe. Ce ne sera pas une affaire d'argent. Dieu nous mettra à l'épreuve. Pour voir si nous sommes capables par nous-mêmes, par notre âme, de renégocier notre dignité, bafouée et piétinée. Je suis candidat à cette bataille. Cette bataille m'enchante et je vais la mener pour mon peuple de Côte d'Ivoire.